Pour moi, quand on blogue, ça doit rester un plaisir personnel. On blogue pour soi avant tout, on ne blogue pas pour les gens. Quand on blogue pour soi, on partage son univers, ses propos. Donc on n'a pas à demander aux gens, vous voulez que je vous parle de quoi? Au moins une femme doit s'affirmer dans cette société. Elle n'a pas assumé qui elle est parce que ce n'est pas une erreur de la nature. On assume une erreur. Et être noir, ce n'est pas une erreur. Être une femme, ce n'est pas une erreur. Alors bonjour Fatou, merci de nous recevoir. Alors pour les lectrices qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors je m'appelle Fatou Djab, j'ai 37 ans, maman d'un garçon qui a 13 ans. Ah oui, un grand garçon. Un adolescent. Et je tiens un blog qui s'appelle blackbeautybag.com depuis 2007. D'accord. C'est un blog dédié à la beauté des femmes noires et métisses. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, comment tu es arrivé à ce blog et ce que tu fais maintenant du coup par rapport à ce blog? D'accord, alors le blog, je l'ai commencé en 2007 et c'est parti en fait parce que je fréquentais un forum beauté qui s'appelait Beauté d'Afrique, un forum qui est très connu, et j'ai commencé à le fréquenter en 2004. C'était vraiment un des premiers forums dédiés à la beauté des femmes noires. D'accord. Où on pouvait partager à travers les topics des astuces beauté, des astuces cheveux, parler du quotidien des femmes noires, tout ce qui est entrepreneuriat et également culturel et la vie quotidienne d'une femme. Moi j'ai toujours été passionnée de beauté et à l'époque dans ce forum-là je tenais un topic beauté et on échangeait beaucoup avec les filles sur les tips beauté et ça avait rencontré beaucoup de succès. Et c'est également aussi ce qui m'a donné envie de parler de beauté, c'est le premier voyage que j'avais fait à New York en 98 où j'avais vu que la beauté là-bas c'était très développé, tout ce qui concernait la beauté des femmes noires. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que c'était pas compartimenté comme on peut le voir ici, entre guillemets beauté ethnique, alors que je n'aime pas. Les rayons beauté femmes, tout était mélangé pour les femmes asiatiques, les femmes blanches, les femmes noires, et on trouvait des produits qu'on ne trouvait pas encore à notre époque en France. Et je me demandais, mais pourquoi pourtant on était des consommatrices, la femme noire elle consomme 5 fois plus que les femmes blanches, et pourquoi on était oubliés du marché de la beauté occidentale. Et j'ai commencé à acheter plein de magazines, je pense que tu les connais tous, Essence, des grands magazines qui nous ont donné envie de rêver et de prendre soin de nous. Oui. J'ai coupé les images que je trouvais jolies, les parutions beauté, et j'avais un classeur. Je me suis dit, je veux partager aussi ça avec les gens qui fréquentent le forum, et les filles posaient beaucoup de questions, et puis c'était vraiment, j'aimais bien parce que c'était encore tout nouveau, et puis on avait l'impression de faire partie d'un petit groupe où les femmes s'entraidaient, se donnaient des conseils. Ouais, une sorte de petite communauté internet. Et par la suite, ma soeur et une amie qui fréquentait aussi le forum m'ont dit, mais c'est très bien ce que tu fais, mais ce serait bien que tu aies ton propre espace où tu puisses vraiment donner ta vision des choses et la partager avec des femmes qui ne te connaissent pas, mais tu serais vraiment la maîtresse de cet univers-là. Et je me suis dit pourquoi pas, et les premiers blogs hébergeurs c'était Skyblog, ça obsolète aujourd'hui, c'était vraiment les premiers blogs. Et mon blog s'est fait connaître sur la plateforme Skyblog parce que je faisais partie des premiers blogs afro. Et également, chaque semaine, Skyblog établissait un top 3 des blogs à suivre, des blogs stars comme ils appelaient ça, et j'ai souvent été dans le top 3. Voilà. D'accord. Et c'est ça qui a permis aux gens de connaître mon blog. Et voilà, à cette époque, ça s'appelait déjà Black Beauty Bag? Non, My Makeup Bag. My Makeup Bag, voilà. Et j'ai dû changer de nom malheureusement. D'accord. Parce que quand j'ai migré vers blogueur, My Makeup était déjà pris. D'accord. Je voulais garder le suffixe bag. Je me suis dit, bon, Black Beauty ça parlerait à toutes les femmes noires. C'est un mot en anglais et donc voilà, j'ai appelé Black Beauty Bag. D'accord. Si j'aurais pu garder My Makeup Bag, tu l'aurais fait. Oui, d'accord. Voilà. Et du coup, donc maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ton blog? Enfin, qu'est-ce que tu fais? On te suit sur les réseaux sociaux, on sait que tu as pas mal de partenariats, ce genre de choses. Maintenant, est-ce qu'on peut te qualifier d'entrepreneur, ou tu es toujours plutôt blogueuse, ou on peut dire blogueuse professionnelle, ou consultante? Comment, enfin, quel est ton métier, si je pourrais me dire? Alors, il y a beaucoup de personnes qui trouvent maintenant le terme blogueuse péjoratif. D'accord. Moi non, j'en ai pas honte. D'accord. Fatou blogueuse, ça me va très bien. À l'époque, quand j'ai commencé à le créer, j'étais en CDD chez Publicis, dans la ressource humaine. Et ce qui était marrant, c'est que pendant mes heures creuses, moi je bloguais, j'étais sur Internet. Pendant les heures de déjeuner? C'était vraiment horrible, non mais
C'est marrant. Et je me souviens à l'époque, ils avaient reconduit mon CDD, ils voulaient me garder en CDD, c'était vers 2009. Et à l'époque, mon blog il commençait à prendre un peu d'ampleur, donc je commençais à être invitée dans des événements, à avoir des propositions même à partir à l'étranger. Je ne pouvais pas les accepter. Ouais. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, ton boulot il est bien payé, mais je m'ennuyais, le monde de la pub c'est sympa, mais j'avais l'impression un peu de tourner en rond. D'accord. Et je me suis dit, bah écoute, on ne vit qu'une fois. Je vais démissionner, je me suis arrangée pour avoir une démission à l'aimable. Et je me suis dit, bah écoute, je vais démissionner, c'est un risque, je vais perdre mon boulot, je vais perdre mes ressources que j'ai tous les mois. En plus, maman d'un enfant qui à la trentaine voilà, révolue. Et je me suis dit, on vit qu'une fois, vaut mieux avoir essayé et se dire, bah ça n'a pas marché, mais au moins j'aurais pas de regrets. Et aujourd'hui, je suis heureuse du choix que j'ai fait. C'est vrai que ça a été très dur au début, mais je pense que quand on est animé par quelque chose, et surtout on vit qu'une fois dans la vie, et quand on a envie de faire quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dissuadé. Je pense pas que c'était par méchanceté, c'était vraiment par peur en se disant mais t'as ton appartement, t'as un enfant à nourrir, tu quittes un métier confortable pour aller vers l'inconnu. La beauté, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que pour beaucoup de gens, la beauté c'est un maquillage, c'est du rouge à lèvres, c'est quelque chose de futile. Il n'y a pas de concret derrière. Il n'y a pas de concret, c'est pas avocat, c'est pas médecin, mais j'avais une envie et puis c'est peut-être futile comme ça pour quelqu'un qui ne me comprendra pas, mais cette sensation que j'avais de publier des photos, de parler, de raconter, pour moi c'était comme si même jeune, j'ai toujours eu mes carnets intimes, ou une journal intime où je racontais mes aventures, mes journées. Et pour moi, bloguer c'était pareil. Dès que j'écrivais, je posais ma main, je pianotais sur mon clavier, je me sentais libérée. Et cette sensation, ça procurait une sensation de liberté. Et puis je me sentais épanouie avec ce que je faisais. Et je me suis dit non. Faut que j'essaye. Je préfère me dire, bah, t'as essayé, t'as pas pu aller jusqu'au bout. Au moins tu as essayé, Donc voilà, et c'est pour ça que je dis aux gens, quand vous êtes persuadé que quelque chose est fait pour vous et que vous avez un propos ou quelque chose à dire, il faut y aller, il faut écouter votre cœur. D'accord. Et du coup, c'est vrai, on va peut-être un peu parler de ça, le fait que tu sois maman, donc d'un jeune garçon maintenant, enfin d'un jeune adolescent du moins. Comment ça a été perçu par ta famille? Ou par même le papa de ton enfant, parce que de toute façon tu as bien un papa, tu n'as pas fait toute seule l'enfant, il a bien un papa. Et du coup, comment ça a été, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes pour lesquelles, qui sont peut-être dans le même cas que toi, donc qui sont avec un jeune enfant ou peut-être même plusieurs jeunes enfants à charge, et qui ont peut-être un vrai besoin de s'épanouir et qui ne le font pas parce qu'elles se disent, les enfants, comment je vais les nourrir, comment ça va se passer et tout ça. Donc toi, du coup, comment tu as pu gérer cette situation avec ta famille, le papa de ton enfant, tout ça? Ma famille, honnêtement, j'ai beaucoup de chance. On a des parents qui sont très ouverts d'esprit. Et c'est pour ça que je pense que l'éducation est la base de beaucoup de choses. Le premier réconfort est l'estime de soi et la confiance en soi. On le retrouve auprès de nos parents et en tant que femme, surtout auprès de nos mamans. Et ma mère, j'ai toujours l'image de ma mère, une femme, quand je dis forte, c'est pas dans le sens où, parce que ce mot aussi prête à confusion, parce qu'on a souvent tendance à dire que la femme noire, elle est forte. Et pour moi, quand on dit qu'elle est forte, c'est comme si elle n'avait pas besoin d'homme ou elle n'avait pas besoin d'aide. Et ça, je suis contre ça. Pour moi, toutes les femmes, personne n'est fait pour vivre seule et on a tous besoin d'aide. On est épanoui quand on sait qu'on est épaulé, qu'on a des gens qui comprennent nos convictions et nos envies. Et ma mère, j'ai toujours eu cette image de cette femme qui allait jusqu'au bout de ce qu'elle aimait. Elle avait des rêves et même si elle n'a pas tous pu les accomplir, mais quand elle avait quelque chose, une idée en tête, c'est-à-dire acheter une maison, voyager, elle nous a toujours montré qu'elle pouvait le faire. Et nous, elle nous a toujours dit dans la vie, n'écoutez pas les gens, si vous croyez en vous et que vous voulez faire quelque chose, allez-y. Elle m'a dit une phrase qui aujourd'hui d'ailleurs qui est toujours mon leitmotiv, elle m'a dit, la plupart des gens vont essayer de vous décourager sur des choses dont ils savent que vous êtes capable d'accomplir. D'accord, Et moi, ça a toujours été quelque chose, quand les gens me disent non, 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 je me dis, plus cette personne me dit non, c'est qu'en fait, mon idée, elle est bonne. Et je vais jusqu'au bout. Donc ma mère, c'est vrai qu'au début, elle a eu un peu peur, mais elle m'a dit, si c'est ce que tu veux faire, ma fille, même si je ne suis pas d'accord, je suis là pour t'épauler, donc fais-le. Mes sœurs, elles m'ont dit oui, fais-le, mon frère aussi, bon, même si je ne comprenais pas trop c'est quoi la bobo, il m'a dit c'est quoi la beauté, et non mais si tu le fais, fais-le.
Le père de mon fils, il a toujours su que j'étais une baroudeuse, entre guillemets. J'ai toujours, que ça soit même pour les études ou les boulots, quand j'en avais ras-le-bol ou quand j'avais une autre idée en tête, j'y allais. Donc il m'a dit, fais le bon choix. C'est vrai qu'on vit à une époque où c'est très dur. Déjà en tant que femme c'est dur et femme noire c'est doublement dur. Il n'a pas toujours été d'accord avec moi sur certaines décisions, mais au jour d'aujourd'hui, quand il voit ce que j'ai accompli, il est très content pour moi. Et non, ma famille a été une grande aide. Après, c'est plutôt peut-être les connaissances ou les gens qu'il y a autour de vous qui vont vous dire. Puis à l'époque, bloguer, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. On me dit, mais t'as un blog, c'est quoi Internet? Et Internet, à l'époque, on ne gagnait pas sa vie avec, on ne connaissait pas, on disait, ouais, mais bloguer, c'est quoi? Parce qu'on t'invite ou parce que tu vas à l'étranger, mais concrètement, c'est quoi? Donc j'essayais d'expliquer aux gens et à un moment donné, quand les gens ne comprennent pas ce que vous vivez ou n'ont pas la même vision que vous, je pense qu'il faut leur expliquer les choses avec des preuves palpables pour qu'ils comprennent que voilà, ce dont vous parlez, c'est quelque chose de concret. Et moi j'ai toujours été une personne têtue, on va dire bornée, d'ailleurs mon père m'appelle Fatou Bornée, c'est que quand j'ai une idée en tête, j'y vais jusqu'au bout. Donc, ça passe ou ça casse quoi. Ça passe ou ça casse, donc non, je pense qu'il faut avoir une grande force d'esprit et être sûr de soi. Tout à l'heure tu parlais de femme forte, est-ce que du coup on peut te qualifier de femme forte, le fait que tu aies accompli ce que tu voulais dans la vie, tu arrives à élever ton enfant quand même voilà, avec ton emploi du temps hyper chargé. Comment tu te qualifies et est-ce que effectivement le mot femme forte, si je te dis Fatou t'es une femme forte, est-ce que pour toi c'est un mot qui est péjoratif ou du coup tu acceptes ce mot-là? C'est un mot à double sens. Je préfère qu'on me dise que je suis une femme accomplie ou une femme qui s'affirme dans la société, parce que c'est vrai que malheureusement forte c'est un mot qui est ancré dans l'esprit des gens depuis longtemps, et dans le sens quand on dit une femme forte, c'est une femme qui peut tout supporter. C'est une femme qui, même si elle ne va pas bien, en fait c'est une femme qui peut tout encaisser. Moi c'est comme ça que je le vois. C'est une femme qui n'a pas de... Comme si c'était une femme qui n'avait pas de sentiments, qui ne pouvait pas pleurer, qui ne pouvait pas avoir des moments de doute. Donc je préfère le mot, c'est une femme accomplie. D'accord. Et du coup, pour en revenir sur ce terme de femme, enfin sur le mot femme, qu'est-ce qui représente pour toi une belle femme? Une belle femme. La beauté c'est un mot assez complexe parce qu'on vit dans une société de l'image, dans une société qui formate un certain type de beauté. La beauté, une icône de beauté, ce sera une femme mince, grande et blonde, et quand elle est noire, qu'elle soit claire de peau, voire métisse, c'est un peu une Rihanna, c'est un peu une Beyoncé. Je me répète souvent, parce que ce sont les deux exemples qu'on voit souvent. C'est vrai. Mais donc voilà, mais pour moi la beauté va au-delà de l'aspect physique, parce que pour moi une fille ou une femme peut être belle, mais si elle ne dégage rien du tout, si elle n'a pas un charisme, un aura, ou si elle n'a pas un propos, je la trouverais fade. Pour moi, la beauté, ça englobe la personnalité, ça englobe aussi le vécu de la personne. Une femme peut me parler de sa vie, me raconter ses expériences de vie, et tout d'un coup, elle va m'apparaître très belle. Pour moi, la beauté, c'est relatif. Comme on dit, la beauté est dans l'œil de celui qui la voit. Je peux trouver une personne belle, et toi, tu ne vas pas la trouver si belle que ça. Donc vraiment, pour moi, la beauté, c'est... Pour moi, la beauté, déjà, c'est s'aimer, s'accepter. Et je ne dirais pas s'assumer, parce que pour moi aussi, assumer, c'est un mot péjoratif. Dans quel sens s'assumer, c'est un mot péjoratif? Pour moi, on peut parler d'assumer, si j'ai fait une bêtise, une erreur dans mon travail, je dirais, voilà, je sais que j'ai fait une erreur, je l'assume. Ça veut dire que je prends en considération les conséquences de ce que j'ai fait. D'accord. On n'a pas à assumer ce qu'on est. On est tel qu'on est, c'est Dieu, ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est la nature, c'est la vie. Moi je pense que toutes les choses, elles existent parce qu'elles sont utiles, et chaque chose est là parce qu'elle a un but. Donc on n'a pas à assumer qui on est, mais on doit s'affirmer. Et pour moi, une femme doit s'affirmer dans cette société. Elle n'a pas assumé qui elle est, parce que ce n'est pas une erreur de la nature. On assume une erreur. Et être noir, ce n'est pas une erreur. Être une femme, ce n'est pas une erreur. Mais s'affirmer, c'est important. C'est montrer qui on est, exister dans une société. Et pour moi, une femme qui s'affirme, c'est une femme qui dit « j'existe, je cultive ma différence et je vais vous montrer qu'avec ma différence, je peux vous apporter des choses et vous faire découvrir un univers que vous ne connaissez pas. » On assume ses erreurs, on assume quelque chose qui n'est pas bien, mais on n'assume pas quelque chose qui est normal. Donc, du coup, on pourrait dire qu'une belle femme, c'est une personne qui, du coup, à l'extérieur comme à l'intérieur, sait ce qu'elle est, sait ce qu'elle vaut, sait ce qu'elle peut faire. Je pense que la première amie d'une femme, c'est elle-même. Pour moi, si on est épanoui,
on s'aime, on s'estime, on est belle. Une femme, même physiquement, qu'on ne va pas trouver belle, si elle est dans la rue, elle marche, elle a une certaine prestance, une attitude, pour moi c'est une belle femme. C'est une belle femme. Voilà. D'accord. Et du coup, pour revenir à ce terme d'estime de soi qu'on entend souvent maintenant, et je sais d'ailleurs que tu avais animé une conférence à la NHA sur l'estime de soi, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots sur ça? Parce que c'est vrai que souvent, et moi je trouve que c'est justement un peu contradictoire, les gens assimilent l'estime de soi au fait de porter les cheveux naturels ou au fait d'être noir. Alors que l'estime de soi, c'est beaucoup plus profond que ça finalement. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots sur ça? Déjà pour commencer, l'estime de soi, c'est quelque chose que j'ai toujours abordé, même à l'époque de My Makeup Bag sur Skyblog. Parce que pour moi, l'estime de soi, c'est ce qui contribue à l'épanouissement, au bien-être d'une femme, d'un homme, d'un enfant. L'estime de soi commence dès le plus jeune âge. Au-delà de la couleur de peau, ça va être le milieu social dans lequel on est, l'éducation qu'on a, et on se construit avec le regard de l'adulte qui est en face de nous. Donc si on a un adulte, déjà même qui n'a pas confiance en soi et qui va aussi nous brimer, eh ben, on garde des séquelles de ce qu'on a vécu enfant et on va les répéter adultes. Pourquoi on parle beaucoup d'estime de soi en ce moment? Pour moi, c'est pas une mode. C'est vrai qu'on le voit beaucoup sur Internet, estime de soi, self-esteem chez les Anglais. Ça a beau embêter ou nuire, ennuyer des gens. Moi, je pense que c'est primordial de parler d'estime de soi parce que surtout chez la femme noire, parce que c'est quelque chose qui nous a fait défaut pendant des années. C'est quelque chose qui a été tabou. Je veux dire, l'éducation, la culture fait que dans beaucoup de civilisations africaines, fait que les femmes se restreignent et elles n'osent pas exprimer leur féminité. Et aussi on vit dans une société occidentale aussi qui pendant des années, on va pas c'est tout ça, mais l'esclavage, le colonialisme aussi a contribué à ça, où des gens ont décidé que les Noirs étaient en dessous d'eux, donc votre beauté, votre culture est quelque chose qui est animal. Et quand on représentait la femme, que ce soit dans les pubs, dans les magazines, il y avait toujours ce côté animal, ce côté sexuel. La femme noire, c'est une femme objet, c'est pas une femme qui pense, c'est pas une femme qui réfléchit, c'est pas une femme qui a un propos, qui peut discuter. C'est une femme qu'on pose comme un tronc d'arbre et qui est belle. Sois belle et tais-toi. Et pour beaucoup de femmes, c'est pour ça que souvent la beauté est vue comme quelque chose de futile, parce qu'on a l'impression que c'est sois belle et tais-toi, mais la beauté c'est pas que ça. Et dans l'estime de soi, pourquoi aussi par rapport aux cheveux? Parce que le cheveu, qu'on le veuille ou non, ça fait partie aussi, globalement ça englobe la beauté. Et pendant longtemps, nos cheveux ont été vus comme quelque chose de moche. On entend les termes tignasse, crinière de lion, cheveux secs, éponge. Je t'épargne tous les adjectifs insultants. Et voilà, et moi-même aujourd'hui, ça fait depuis 2006 que je porte les cheveux crépus. Aujourd'hui tu me vois avec un afro. Il y a 9 ans, pour moi, le cheveu crépus, c'était quelque chose de pas beau. C'était quelque chose de difficile à coiffer. Dès que j'avais une repousse, je courais tout de suite à Château d'Eau acheter mon défrisage. Donc tu vois, voilà, et c'est pour ça qu'on a besoin. Et je pense que le fait aussi, que ce soit les blogs ou des femmes comme Lupita ou Janelle Monáe ou Solange, des femmes qu'on voit tout le temps et qui portent les cheveux crépus, et des femmes comme toi, comme moi, ou des petites filles se sont dit ce sont des femmes noires comme moi, et si elles portent quelque chose que moi j'estimais moche, et je vois ces femmes-là, elles sont belles, et je vois leurs cheveux, ça me donne envie d'avoir les mêmes cheveux. Et je pense que le type d'événements comme la NHA ou même Boucle d'ébène, ce sont des événements qui aident les femmes à voir que la beauté va au-delà que du cheveu. Ça parle de l'estime de soi, le bien-être, et comme je te disais tout à l'heure, quand on connaît tous ces codes-là, le reste, ça devient... C'est normal. Au jour d'aujourd'hui, moi, quand je me lève devant mon miroir, je me dis qu'il faut que je prenne soin de moi. Je me lève pas en disant Fatou, t'es une femme noire, t'as les cheveux crépus. Ce sont les gens qui vont me dire t'as les cheveux crépus, tu es noire, mais moi je le vois pas. C'est toujours la société qui vous renvoie à ce que vous ne voyez pas, parce que moi je me vois en tant que femme, être humain normal, c'est toujours les gens qui vous renvoient vers votre couleur de peau. D'accord. Et du coup, on va aborder un sujet dont tu as parlé, là, les cheveux, et savoir pour toi quel est ton rituel soin
que ce soit pour le cheveu ou que ce soit pour ton corps, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour entretenir ta belle chevelure? Alors au début quand j'ai commencé, honnêtement j'étais comme toutes les filles, tu es junkie, addict aux produits, t'achètes tout et n'importe quoi du coup. Et après je pense que c'est comme la peau, quand on commence à se connaître, à savoir ce que nos cheveux aiment ou n'aiment pas, et ben on réduit. Donc au jour d'aujourd'hui c'est vraiment l'hydratation, ça va être un produit, un leave-in, j'aime bien les produits lysoprène. Alors leave-in, pour ceux qui ne connaissent pas ce que ça veut dire. Alors un leave-in en fait c'est une crème sans rinçage. D'accord. Voilà. Et ça permet aux cheveux d'être malléables, d'être nourris, donc j'aime bien les secrets de l'Oli. D'accord. Pour moi, c'est notre Carole Dauter française. D'accord. Secret de l'Oli, donc une marque française, fait maison. D'accord. C'est quelqu'un que j'ai connu aussi à l'époque d'Internet, vers les années 2004, je pense aussi. C'était Boucle et Coton, je pense qu'elle animait aussi. J'aime bien la marque Chimoster. Ouais, ça c'est une marque américaine plutôt. Absolument. J'essaye de tout. Je ne suis pas même des produits de grande distribution. Mon vapeau d'eau. Essentiel pour les cheveux frisés, crépus. Non, je mets de l'eau minérale et je mélange avec soit de l'huile de jojoba, l'huile de coco. Honnêtement, je mélange toutes les huiles. Après, pour ma peau, l'eau micellaire. C'est quelque chose que j'ai découvert en 99 grâce à ma cousine qui est maquilleuse aussi. Et depuis, je ne me passe pas. C'est vraiment même. Tout à l'heure, tu m'as vu, j'étais en train de badigeonner avec. Dans mon sac, j'en ai un dans mon sac, le petit coton. C'est vraiment. J'adore ce produit-là et le sérum Advanced Night Repair de Estée Lauder. Sérum pour la nuit, c'est ça? La nuit. D'accord. Il coûte cher, je le conçois, mais honnêtement, c'est pas pour faire de la pub. Mais vraiment, ce sérum-là. Rapport qualité-prix, c'est intéressant. Super, ouais. D'accord. Et du coup, c'est un sérum que tu utilises que la nuit, quoi. J'utilise la nuit, quelquefois la journée aussi. Ouais, d'accord. Très bien. Et bien du coup, tout à l'heure tu parlais de l'eau micellaire. Quel est le produit que tu as toujours dans ton sac qui ne te quitte jamais? Alors tu as vu, j'avais mon eau micellaire, mes disquettes démaquillantes et mon rouge à lèvres. D'accord. Voilà. Une couleur en particulier ou... Ça a été le rouge comme aujourd'hui. Le rouge pour moi c'est intemporel. Et sinon ça peut être du violet, de l'orange. Mais le rouge je pense vraiment que c'est la couleur ultime de la féminité. D'accord. Alors est-ce que du coup, tu nous as quand même cité déjà pas mal d'astuces là, mais est-ce que tu as des astuces en plus toi que tu pourrais nous donner, qui du coup qui t'ont vraiment bien servi dans ta... Enfin qui te servent d'ailleurs tous les jours dans ta vie de tous les jours? Alors j'ai mon gommage que je fais avec... j'en perds mes mots. Oui. Avec du miel. D'accord. Et du sucre en poudre, mais vraiment le sucre pas gros morceaux. Oui. Du sucre blanc, le sucre blanc classique. Voilà, d'accord. Comme toute la peau du corps et aussi du visage. C'est quelque chose que je fais depuis des années. D'accord, très et bien. Le savon noir aussi, c'est très bon. Donc savon noir d'abord. Savon noir pour le visage. Ok. Et pour le corps, donc le visage aussi, gommage. Gommage, donc sucre... Miel et un peu de citron et huile d'olive aussi. Alors donc sucre blanc, classique en poudre. Oui. Du miel. Miel. D'accord, huile d'olive et un petit peu de citron. Voilà. D'accord, super. Alors pour toi, c'est quoi le pire faux pas de ne pas faire en make-up? C'est quelque chose que j'ai fait. Ça fait pendant longtemps? Oui, j'ai fait quand j'étais à la fac. C'est trop s'épiler les sourcils. Ouais. Époque Charleston, le recré. C'est vraiment pour moi le beauty faux pas. Pour moi, les sourcils, c'est vraiment ce qui structure le visage, le regard, le make-up. Donc, voilà. D'accord, donc plutôt aller en institut pour se faire ça correctement, que de faire ça soi-même. Donc tu préfères toi plutôt le faire avec les indiennes au fil, c'est ça? D'accord. Ok. Ton parfum du moment, ce que c'est? Mon parfum du moment, alors là aujourd'hui j'ai mis le musk de Delicieux. Sinon c'est Mademoiselle de Chanel. D'accord. C'est un bon parfum celui-ci. Il est très très bien. Alors on va revenir un peu sur la partie qui m'intéresse beaucoup, ta partie d'entrepreneur, de femme noire entrepreneur. Et du coup, je voulais savoir, maintenant tu es à ton compte, c'est bien ça? Donc tu es consultante pour certaines marques. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes partenariats, comment ça se passe au quotidien? Qu'est-ce qui peut-être te frustre, si c'est possible de le dire, et qu'est-ce qui te réconforte dans le cas contraire, tu vois? Alors pour le partenariat, comment ça marche? Maintenant, de toute façon, je pense que tous les début c'est pareil. On reçoit plein de mails, des marques qui vous contactent. Après, là où il faut faire la différence, c'est quand une marque vous contacte pour vous envoyer un produit ou alors
me dire voilà, on a sorti une gamme, est-ce que vous pouvez parler du produit? C'est qu'il n'y a aucune obligation. Si vous recevez un produit, c'est très bien, vous le testez, vous aimez pas. Moi, après mon blog, depuis que je l'ai créé en 2007, j'ai pris le parti de ne parler que des choses que j'aime. D'accord. Si je pousse des coups de gueule, c'est vraiment des coups de gueule société. D'accord. C'est-à-dire un article où on a insulté ou quelque chose qui m'a déplu. Après, pour tout ce qui est produit, j'estime que je ne suis pas une blogueuse, n'est pas une journaliste, une blogueuse n'est pas une experte chimiste. Donc j'estime que si un produit ne me convient pas, il peut convenir à quelqu'un d'autre. Donc si le produit ne me plaît pas, j'en informe la marque, je leur dis pourquoi. Et voilà, le produit très bien, je vous remercie de l'avoir envoyé, je l'ai testé mais il ne me plaît pas. Et voilà ce que je trouve qu'il faut faire ou ce que vous n'auriez pas dû faire. Si j'aime bien, je vais en parler, mais c'est vraiment moi qui décide quand je vais en parler. Après, si une marque vous oblige à parler d'un produit, vous leur faites comprendre que, parce que je sais qu'il y a plein de blogueuses qui ont peur en se disant si je ne parle pas de telle marque, peut-être qu'on ne va plus m'envoyer de produits ou je ne vais pas être invitée à des événements. Pour moi, quand on blog, déjà, c'est pour soi et c'est parce qu'on aime ce qu'on fait. C'est pas pour être invité ou recevoir des produits. Donc vraiment, aussi, il faut avoir ce côté un peu professionnel où on se dit il y a des gens qui nous suivent et elles écoutent beaucoup nos avis. Donc parler de tout et de rien, un blog ne doit pas devenir un catalogue ou un almanach, c'est vraiment un journal intime de bord où vous partagez des expériences, des sensations avec vos lectrices. Donc voilà, ensuite il y a aussi les billets sponsorisés. Donc c'est des billets que les marques vous proposent un billet sponsorisé, c'est comme les pubs dans les magazines. Voilà, on a une sortie de produit, on aimerait que vous en parliez, tester le produit, voilà, faites un billet, donc c'est vraiment réglementé et tout ça. Moi, j'ai pris le parti de ne travailler qu'avec des marques que j'aime, des marques dont j'ai toujours parlé sur mon blog et des marques que j'utilise au quotidien. Donc si c'est une marque, même si elle me paye des millions d'euros et que je n'aime pas cette marque-là, je ne ferai pas de publicité. Exemple, il y a plein de marques de produits éclaircissants qui m'ont contacté, qui m'ont proposé des sommes vraiment astronomiques, je ne peux pas vous mentir, pour parler avoisinant des 5 000, 6 000 euros pour un poste ou même une bannière. J'ai refusé parce que je suis contre l'éclaircissement impôt et voilà, je ne vais pas abîmer ma e-réputation ou mes convictions pour 5 000 ou 6 000 euros. Moi, je fais un blog, c'est dans la longévité et j'ai envie que mes lectrices aussi gardent quand même une image de moi assez honnête de ce que je peux montrer. Après, il n'y a pas de honte à se professionnaliser, parce que je sais que ça aussi, ça nous est souvent reproché. Oui, mais vous êtes devenus, certaines blogueuses, vous êtes devenues professionnelles, vous êtes à la solde des marques. À un moment donné, je me dis non, il ne faut pas avoir honte de gagner sa vie avec ce qu'on aime. Et surtout, à un moment donné, quand une marque, que ce soit des grosses marques comme L'Oréal, je sais pas, Estée Lauder, ou plein de marques, quand elles viennent à vous, c'est parce qu'elles savent que votre univers leur plaît et qu'elles veulent travailler avec vous. Et comme je dis à un moment donné, ces marques-là, quand elles vendent leurs produits en magasin, elles ne les offrent pas. Mes lectrices, elles vont les acheter, ou même moi, on va les acheter. On voit que ce soit H&M ou des marques, on consomme tous ces produits-là et les gens vont les acheter. Donc pourquoi moi, la blogueuse, je vais vous offrir une fenêtre gratuite et donc voilà, c'est du business, il ne faut pas en avoir honte. Je pense qu'on vit à une ère où il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est et de ce qu'on peut proposer et puis mêler business à passion, il n'y a pas de honte. Moi j'en ai pas honte personnellement, donc je le dis aujourd'hui. Donc les marques quand elles viennent à moi, il faut que ça soit vraiment des marques que j'aime. Si c'est une marque que je ne connais pas, que je n'aime pas, je ne vais pas en parler parce qu'elle va me rémunérer. C'est vraiment, si c'est une marque que j'aime, dont je connais l'ADN de l'entreprise, je connais les produits, les packaging, comment ils sont faits, l'histoire, je me sens en adéquation avec, oui je vais en parler parce que ça rentre dans la ligne éditoriale de mon blog. Voilà. Donc voilà, après il y a des marques aussi que je ne fais pas payer parce qu'à un moment donné il y a des gens, surtout quand on est une femme et noire, et je suis contente de voir plein de consoeurs entreprendre, que ce soit, on voit des femmes comme Clarisse Libelle, comme Kémy Massol, pour moi qui sont des pionnières, des femmes entrepreneuses dans la communauté afro. Travailler avec elles en partenariat, en symbiose, c'est un grand honneur pour moi. Et quand c'est des petites marques afro qui se lancent et qui ne sont pas connues, si j'aime leur histoire, parce que moi j'aime bien rencontrer les gens parce que derrière un produit, derrière une marque, quand on parle avec une personne, on se rend compte qu'elle aussi elle a un vécu, qu'elle a fait un sacrifice et si je peux l'aider, je le fais. Moi, pour moi, il y a plein de marques dont j'ai parlé et
qui sont aujourd'hui des marques références dans le milieu afro. Et pour moi, c'est vraiment une fierté de me dire, on s'est connus à travers une rencontre dans un café, on a bu un verre, et aujourd'hui de voir certaines marques émerger, je me dis, je suis contente pour elles. Donc quand c'est des marques, des petites marques qui se lancent et que dont j'ai envie de booster, je le fais, ça me coûte rien. Et ma mère m'a toujours dit, quand on fait du bien à une personne, ça nous est rendu. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, mais après quand c'est des grosses marques, je ne vais pas te mentir, il y a des contrats, j'établis mes tarifs, il y a des partenariats et je les fais payer. Ça j'en ai pas honte, je te le dis honnêtement. Mais du coup dans l'histoire de billets sponsorisés dont tu parlais tout à l'heure, comment ça se passe quand tu dois faire un billet sponsorisé, c'est-à-dire la marque te paye pour parler de son produit, mais que finalement tu n'aimes pas le produit. Est-ce que tu fais quand même le billet? Ah non, justement, quand la marque me contacte, voilà, on a une opération, il y a 10 blogueuses, on t'a choisi parmi ces 10 blogueuses, on aimerait que tu fasses un billet sponsorisé sur ce produit-là. Après, moi je sais qu'il m'arrive de refuser aussi certains sponsors parce que pour moi un blog, les gens quand ils nous ont connus, on a un ton. Les gens ils savent comment on parle, notre façon d'interagir sur internet avec les gens qui nous suivent. Et des fois les marques, même souvent, ils ont leur cahier des charges, ils ont une façon de vous dire voilà, tel mot, tel point, telle virgule. Ça me frustre. J'ai une façon d'écrire, j'ai une façon de parler avec les gens, ils me connaissent. Donc moi j'aime bien les marques qui vont nous laisser notre liberté de ton. Après si c'est une marque dont je n'aime pas le produit ou l'entité, non, je vais leur dire merci de m'avoir contacté, mais je refuse le billet sponsorisé. Mais si vous voulez, je peux vous donner tel nom de tel blog, et puis voilà quoi. Mais non, faut pas que ça devienne, si ça devienne obligation pour moi après, c'est pas intéressant. C'est plus, parce que tu fais plus quand on me lit, je veux, même si, parce qu'on est obligé de mentionner quand ça me bien sûr, c'est la loi qui l'oblige, mais même si la personne sait que j'ai été payée pour ce billet-là, je veux que quand elle me lise, elle se dise Fatou elle a émis ce produit-là, je sais qu'elle me ment pas, donc j'irai l'acheter. D'accord. Voilà, je veux toujours garder cette part d'authenticité. D'accord. Et donc là, c'est donc ton côté partenariat et ton côté du coup consulting. Je sais pas si on peut dire consulting ou du coup ça se passe comment alors là? Alors le consulting, il y a beaucoup de marques qui m'ont contacté parce qu'elles connaissaient mon blog. Et c'était pour avoir une expertise de tout ce qui était sorti de produits, comment les consommatrices noires consommaient, avoir une idée aussi sur tout ce qui est visuel, packaging. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui font appel à moi pour des réunions d'audit, pour des sorties produits, vraiment dans le... Et encore une fois, je le répète, c'est encore dans le côté blogueuse, dans le sens où tu es proche des consommatrices, t'es pas une journaliste, t'es pas quelqu'un où les consommatrices vont dire c'est quelqu'un, c'est une experte, elle est payée pour ça et puis elle nous balance un truc. C'est vraiment ton côté girl next door, tu parles aux filles comme toi. Donc c'est vraiment cette approche là, même si je me suis professionnalisée, c'est vrai que je garde toujours cette approche avec les marques. Quand tu te dis professionnalisée, c'est-à-dire tu as fait une formation ou... Non du tout, honnêtement, au jour d'aujourd'hui, mon blog m'a ouvert beaucoup de portes, m'a permis de faire des choses que je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas fait d'école de commerce, si je ne faisais pas partie d'une certaine élite ou milieu fermé du monde de la beauté, ou de la mode. Donc vraiment non, j'ai pas de bagage professionnel dans tout ce qui est commerce, dans tout ce qui est consulting. C'est vraiment, je suis autodidacte. D'accord, mais c'est encore mieux que tu sois autodidacte. Alors, du coup, par rapport à tout ce que tu nous as cité, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour une jeune fille qui voudrait se lancer soit dans la blogosphère, soit peut-être qui voudrait créer sa marque de produits cosmétiques ou sa marque de vêtements? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Dans la blogueuse, je pourrais en parler longuement, mais je vais dire les points essentiels étant moi-même blogueuse. La première chose que je dis aux filles qui m'envoient leur mail, parce que je reçois beaucoup de mails de filles qui me disent voilà, j'ai envie de devenir blogueuse, j'ai envie d'ouvrir un blog, peux-tu m'aider, comment faire? Je leur réponds en leur disant
pourquoi tu veux bloguer? Qu'est-ce que tu veux dire? Elles me répondent la plupart du temps que j'ai envie de bloguer, mais je sais pas sur quoi. D'accord, ouais. Donc déjà là, ça part mal. Déjà là, c'est problématique dans le sens où c'est comme si tu veux faire du vélo, de la peinture, tu le fais parce que tu aimes ça. Tu as quelque chose à dire, tu as quelque chose à exprimer avec un pinceau, tu as quelque chose à exprimer en faisant du jardinage. Moi, je suis nulle en jardinage, ma mère elle est très forte, mais ma soeur est très forte. Quand je les vois comment elles manient la terre, comment les plantes elles poussent, je me dis elles ont la main verte. Moi, les plantes, honnêtement, au bout de 3 jours, je reviens, mon fils il dit maman, la plante est morte. C'est ça. Donc c'est pas pour moi le jardinage. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi quand on blogue, ça doit rester un plaisir personnel. On blogue pour soi avant tout, on ne blogue pas pour les gens. D'accord. Et après des années de blogging, et en observant aussi ce qui se passe sur la toile, parce qu'on observe tout ce qui se passe sur la toile, je remarque malheureusement qu'il y a beaucoup de filles qui bloguent, pas pour elles, mais en se disant je vais bloguer pour les gens pour leur faire plaisir et peut-être qu'elles vont être amenées à m'aimer. Quand on blogue pour soi, on partage son univers, ses propos. Donc on n'a pas à demander aux gens, vous voulez que je vous parle de quoi? On n'a pas à demander aux gens de quoi vous voulez que je vous parle. Quand on a son journal intime, on prend son stylo, on écrit la première chose qui nous vient à l'esprit. On est sorti, on a vu quelque chose, on a rencontré un ami, il s'est passé quelque chose d'heureux, de malheureux, et on a envie de le retranscrire par écrit parce qu'on a envie de l'exprimer. Le blog, ça doit rester pareil. J'ai acheté un rouge à lèvres, je l'ai mis, j'ai aimé, et il y a une façon de le retranscrire quand la personne va me lire, va me dire elle me donne envie d'aller, je vais courir aller acheter le rouge à lèvres parce qu'elle m'a donné envie de l'acheter. Ça doit rester ça, et c'est pas moi qui vais arriver sur ma page en disant voilà aujourd'hui vous voulez que je vous parle de quoi. Pour moi c'est pas ça bloguer. Donc il faut que ça reste une passion et il faut que ça reste son univers. Donc pour moi une blogueuse doit rester elle-même. On doit ressentir à travers, que ce soit sur Instagram, sur Twitter ou même sur... Parce que toutes ces choses-là maintenant sont reliées au blog, c'est aussi du community management qu'on fait. Il faut que ça reste elle, c'est-à-dire toi qui as ta chaîne, qui as ton blog, quand une fille va sur ton blog, elle sait qu'elle va retrouver Karine, elle ne va pas retrouver Fatou et vice-versa. C'est pareil, quand je vais dans un kiosque, il y a l'amour, il y a Femme Actuelle, il y a le Vogue, je peux acheter ces 3 magazines-là parce que ces 3-là ne se ressemblent pas. Si ces 3-là se ressemblent, je ne vois pas la plus-value. Et les gens vont avoir tendance à aller vers celui chez qui j'ai connu des choses au début. Et c'est pour cela que parfois les gens vont se dire oui, il n'y a pas assez de place, ou c'est toujours la même personne, parce que je suis souvent attaquée sur ce genre de choses-là, je le sais très bien. Mais et je dis souvent aux gens, c'est pas moi qui décide, c'est comme les magazines, c'est comme un film, c'est les gens qui vont décider d'aller voir ce film parce que ils ont été connectés avec ce film-là. Donc si je raconte une histoire qui est propre à une fille et qu'elle aime, elle va venir vers mon blog. Et si elle ne le retrouve pas, elle va aller chez le blog d'une amie ou d'une autre blogueuse. Et donc voilà, il faut que chacune garde son univers. Justement, ce qui fait la richesse des blogs, je pense que ce qui ferait la richesse des blogs, c'est qu'il y ait un propos et des personnes différentes. Je peux aller chez 3 blogs, chez 10 blogs, moi-même qui suis blogueuse, je suis des blogs différents parce que les filles ne se ressemblent pas et j'aime bien aller découvrir ce qu'une a porté aujourd'hui et que l'autre a porté, mais c'est pas la même chose. Pourtant elles sont toutes les 2 noires. Et être noir, c'est pas être... faut aussi que les gens arrêtent de penser que parce qu'on est noir, on mange la même chose, on écoute la même musique, on fait les mêmes choses. Être noir, il faut que les gens arrivent à dissocier être noir et avoir des hobbies et avoir des passions. Donc voilà, la couleur noire ne doit pas être un seul, j'en perds mes mots, ne doit pas être une seule chose. C'est pas ça qui doit définir des personnes. Ensuite, voilà, pour moi c'est ça bloguer. Et il faut que ça reste une passion. Et si vraiment, au jour d'aujourd'hui, je ne vais pas mentir, il faut être honnête, l'image qu'on véhicule, on voyage, on est invité par les marques, on est chouchouté, on rencontre des stars, on rencontre des personnes qu'on n'aurait jamais pu rencontrer. Les gens nous suivent, ça fait rêver. Donc les gens aussi se disent, c'est des filles comme nous, si elles ont réussi à faire ça, nous aussi on peut arriver. C'est tout à fait normal, on ne peut pas leur en vouloir. Qui n'a pas envie de rêver et même de réussir? Retirer ces rêves-là aux gens, c'est être égoïste. Mais si on a un but professionnel, c'est pas une honte de vouloir professionnaliser son blog, mais il faut bien le faire
le faire avec amour et surtout être patiente. Le problème des gens aujourd'hui, c'est que les gens, on est dans une société où on veut tout faire vite et être pressé, et quand ça ne marche pas, on va penser que c'est la faute des autres, ou alors se dire que ben, ça n'a pas marché, voilà, je laisse tout tomber. Non, quand on aime vraiment quelque chose, je pense que quand on est vraiment animé par quelque chose, on ne voit pas le temps que ça prend. On est tellement dedans que le jour où ça arrive, on se dit, mince, je ne m'y attendais pas. Ouais. Parce qu'on est tellement dedans, on aime tellement ce qu'on fait qu'on ne voit pas le temps, passer. Donc il faut vraiment s'en donner les moyens, le faire avec le cœur. Moi c'est ce que je dis, quand on veut réussir, il faut faire les choses avec le cœur. Et du coup, tout à l'heure tu parlais justement de périodes de doute. Toi, tu as connu des périodes de doute durant tes 8 années de... Honnêtement, je ne sais plus dans quelle interview on m'avait posé cette question-là. J'ai dit les seuls problèmes que j'ai rencontrés, c'est vraiment dans le domaine des gens que j'ai rencontrés. Oui. Ça va être des gens dans le marketing, des patrons de marques qui ont une idée vieille France, qui pensent que la beauté noire c'est un marché encore qu'on met de côté, ou que les femmes noires ont une image un peu galvaudée. On voit les articles qui nous ont fait bondir comme en 2012 de Elle, où on voit encore vraiment l'esprit français, ou un article sur les tresses, les nattes. On se dit on a encore du boulot à faire. Et c'est vraiment ces gens-là, c'est vraiment avec ces gens-là que j'ai vraiment eu à me battre, même si on ne le voit pas à travers le blog ou des choses comme ça, en off. Et ce serait même un jour bien d'en parler, qu'on voit vraiment ce qui se passe derrière le blog, et des blogueuses qui maintenant se sont professionnalisées, comment elles sont avec les marques dans les réunions, dans les sorties produits et tout ça, pour voir comment on se bat. Mais vraiment des doutes par rapport à je vais arrêter mon blog et tout, non. Parce que, je le dis encore, je pense que j'ai eu la chance de vivre à une période innocente où quand tu bloguais, c'était vraiment... tu allumais ton ordi et puis tu bloguais parce que tu avais quelque chose à partager. Aujourd'hui, je pense que celles qui bloguent, elles ont envie de... Certaines ont envie d'être connues, certains ont envie de transformer leur blog en business, gagner de l'argent. Donc elles sont un peu... J'aime pas ce mot, mais il y a un peu de frustration, il y a un challenge où elles se disent faut que j'y arrive. Et maintenant aujourd'hui il y a des millions de blogs, donc aujourd'hui quand tu arrives avec un blog, pour vraiment te faire remarquer, il faut que tu apportes quelque chose de nouveau, quelque chose qui se démarque des autres. Donc elles ont un poids que nous on n'avait pas. Moi quand je suis arrivée dans la blogo, on était peut-être 3-4 blogueuses afro. Aujourd'hui il y en a des centaines, des milliers. C'est plus difficile de se démarquer des autres. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont une idée galvaudée de la blogo en disant en fait bloguer c'est que poser, faire la jolie, poster des photos. Elles se rendent compte qu'en fait c'est un travail derrière, ne serait-ce qu'écrire des articles, même faire des photos. On veut avoir de belles photos, être sur Instagram, Twitter, ça prend du temps. Il y a même des gens qui sont payés, des community managers sont payés pour ça. Des 2000-2500 € par mois pour rien pour poster des photos et tout ça. Donc c'est que Internet a développé des vrais métiers. Donc oui, je pense que les dinosaures comme on nous appelle comme nous, non, je pense que non, on a été sauvés de tout ça. D'accord. Et du coup, maintenant comme toi tu es maman, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil, mais non une personne qui voudrait se lancer et qui est une maman aussi comme toi? Parce que du coup on te voit, tu voyages beaucoup, tu es souvent parti à l'étranger, tu es souvent dans les soirées, donc les gens peut-être peuvent se dire ah mais peut-être qu'elle derrière elle a des gens qui suivent, qui peuvent l'aider à gérer, ou bah non elle s'occupe pas de son fils, tu vois. Donc on peut entendre tout et n'importe quoi, c'est ça. Tu laisses tout seul chanter. Ben écoute, c'est vrai qu'il y a le papa, il y a la famille, donc c'est vrai que par rapport à mon emploi du temps, heureusement il est vrai que si j'aurais été toute seule, je pense que j'aurais pas pu faire tout ce que je fais, honnêtement. Après là où je peux donner des conseils aux femmes qui sont mamans, c'est que souvent, la bêtise que beaucoup de femmes font, c'est que lorsqu'elles deviennent mères, elles oublient qu'avant d'être mères, elles étaient des individus, des êtres à part entière, et qu'elles étaient femmes, qu'elles avaient des rêves, des envies. On a souvent tendance, et je pense que c'est toutes les femmes noires comme blanches, je pense que c'est l'instinct maternel, lorsqu'on devient femme, on s'oublie, on pense à nos enfants et on pense aussi au bien-être de l'homme avec qui on vit, parce qu'on a été beaucoup éduqués dans le sens où quand tu es femme, tu mets de côté qui tu es en tant que femme, et le bien-être, ta réussite passe par le bien-être de ton homme et de tes enfants. Et on oublie que la femme avant est un être humain. Et pour moi, une femme qui n'est pas épanouie ne peut pas retransmettre ce bien-être à son époux, à son copain ou à son enfant.
Et on peut être maman et garder ses rêves. Et justement, moi je le vois avec mon fils aujourd'hui, il a l'âge de comprendre ce que je fais. Et d'ailleurs, il me le dit, il y a plein de filles à son école, il ne savait même pas c'était quoi Instagram. Non, Instagram, j'ai des copines et tout, elle m'a montré une photo et tout. Parce que c'est vrai, bon maintenant il est ado, donc même quand je prends des photos avec lui, ça j'ai toujours demandé, est-ce que je peux prendre une photo avec toi? Ou des fois ça a des petits moments volés parce que c'est des enfants et moi je pense que le respect aussi, oui. Parce que c'est mon enfant, bien que sûr. je peux me permettre tout ce que je veux, c'est son image aussi, donc je lui demande, et il me dit oui, il n'y a pas de souci. Alors c'est vrai que c'était marrant quand il m'a dit oui, alors tes copines m'ont reconnu et tout, c'est des filles qui te suivent et tout. Et là il a pris conscience de ce que je faisais, donc il s'intéresse, il me pose des questions, et je lui montre aussi ce que je fais, je communique beaucoup avec lui. Pour moi, communiquer, échanger, c'est très important. Et pour moi, les parents doivent servir de rôle modèle à leurs enfants. Et quelque part, j'ai envie de lui montrer, c'est pas parce que. Et en tant qu'homme, je pense que c'est important aussi pour lui de voir que c'est pas parce que on est femme qu'on doit être au service d'un homme ou qu'on peut pas être épanoui à travers ce qu'on fait. Et quand j'entends mon fils me dire, maman, moi aussi demain, il faut que ma femme elle soit comme toi, qu'elle fasse des choses qu'elle aime et que je puisse participer, m'intéresser à ce qu'elle fait. Oh, c'est mignon ça. Je suis, honnêtement, même d'en parler, je suis toute émue. C'est très mignon ça. Je me dis, c'est important, c'est à nous de véhiculer cette image à nos enfants et je supplie les mamans, c'est continuez vos rêves, vous êtes des exemples pour vos enfants, ne vous interdisez pas de vivre de vos passions, ce que vous aimez faire, parce que vos enfants vous regardent. Qu'on soit épanouis, frustrés, les enfants, même s'ils ne parlent pas, les enfants sont et ils ressentent beaucoup aussi. Ouais. Et de nous voir épanouis, c'est une fierté pour eux. Donc c'est vrai qu'après pour les mamans qui sont toutes seules, elles vont me dire c'est facile de dire ça quand on a de l'entourage. Ouais. Mais quand on n'est pas entouré, même si c'est vrai qu'il faut faire, parce que toutes les mamans on fait quand même des sacrifices. Bien sûr. Mais qu'elles essayent quand même d'aller au bout de leurs rêves parce qu'on ne vit qu'une fois. Et la frustration qu'on a, on peut la transmettre à nos enfants. Et si on peut les épargner de ça, honnêtement, c'est une grande libération. Et de parler avec eux, de leur expliquer ce qu'on fait. C'est comme quand on se coiffe. Moi, je le dis souvent aux lectrices, quand vous avez vos filles, expliquez-leur leurs cheveux, racontez-leur une histoire, enfin, donnez-leur envie de s'intéresser. Et je vous promets que le lendemain, c'est elles qui vont courir. Moi, je vois avec ma nièce qui vont courir pour vous dire allez, viens, on va se coiffer. Qui vont dire oui, te parler de cheveux. Et ben c'est pareil, quand on fait quelque chose, il faut expliquer. Même à l'entourage, leur expliquer, essayer de... Il faut échanger, la communication c'est très important. Et surtout aux femmes mamans, d'être... De toujours continuer et on est des exemples pour notre génération. Et pas pour nos enfants, pour les enfants de la famille, nos cousines, nos nièces, enfin tout le monde, on est des exemples. D'accord. Juste revenir sur une petite question que j'ai pas pu poser, mais qui paraît très intéressante. Ouais. Justement, la différence que toi tu regardes entre la blogosphère américaine et la blogosphère, on va dire française, européenne, mais noire. Qu'est-ce que nous avons encore, nous, à améliorer, nous, de l'autre côté? Quand on voit, parce que quand on voit les Américains, on pense toujours que, comme j'aime bien dire, ils sont dans le futur. Ils sont tellement loin que nous, je sais pas, il y a quelque chose à faire. Alors, je pense, enfin, de mon point de vue personnel, ce qui serait bien, c'est qu'on n'ait plus honte tout ce qui est business. Les noires américaines sont arrivées à un niveau où elles arrivent à mêler passion, argent. Mais c'est même pas qu'un problème afro, c'est un problème français. C'est un problème très français. Où on a honte de la réussite, on a honte de dire que je fais quelque chose, je gagne de l'argent. Toutes les Américaines n'ont pas honte. Quand vous voulez travailler avec elles, vous les faites venir, vous avez un projet. Déjà, vous passez pas par elle directement, vous passez par une attachée de presse, une assistante. Et voilà, c'est vraiment, c'est très carré, c'est très business. Il ne faut pas qu'on ait honte, nous, les femmes ici. On a très honte de parler argent. Quand les marques vont venir vers nous, et je le dis souvent, moi, quand je vois des blogueuses qui font des OP, je leur envoie des mails, je leur dis mais pourquoi vous avez accepté? Parce que je sais très bien quand il y a au moins 10-20 blogueuses qui font une OP, je sais très bien qu'elles ne sont pas payées. Je leur dis non les filles, à un moment donné non, parce que ces marques-là, quand elles vont contacter des blogueuses qui ne sont pas afro, elles payent des sommes astronomiques. Donc non, ne faites pas les choses gratuitement. N'ayez pas honte. C'est pas parce que vous allez refuser qu'une grosse marque vous offre un shampoing et de ne pas en parler que demain vous n'allez pas être invité à manger un petit four. Qu'est-ce que c'est? Si une marque vous contacte, surtout quand c'est une sortie produit, voilà.
si les gens vous contactent, déjà c'est qu'ils vous connaissent. C'est qu'ils savent que vous avez quand même une communauté qui vous suit. Donc voilà. Non, c'est pas payant parce qu'ils ont des budgets, ces marques-là. Elles essaient toujours de gratter, de voir si elles peuvent pas payer, mais elles ont des budgets. Il ne faut pas en avoir honte. Les Américaines n'ont pas honte. Moi, j'ai des consoeurs américaines, je vois comment elles traitent, elles n'ont pas honte. Monnaie is money. Il ne faut pas avoir honte de ça. C'est le seul truc que je peux reprocher peut-être au côté, je dirais pas afro, mais je dirais blogo français. Après quoi d'autre ouais, c'est vraiment ça. D'accord. Et sinon, oui, pour tout ce qui est blogo, moi j'aime cet esprit quand même où la blogo française quand même a commencé à comprendre que la culture afro, nos ancêtres, notre culture, notre richesse, ce n'était pas une honte, ce n'était pas péjoratif. Quand on voit des sites émerger comme Visiter l'Afrique, oui. C'est super. Bien sûr. De dire des une Africains belle page qui font de l'Afrique autre que la terre rouge, des enfants aujourd'hui, qui sont... voilà, des Africaines qui se disent, voilà, je fais la promotion de mon continent parce que après tout, mon continent, il est beau. Bien et sûr. si j'en parle pas, qui c'est qui va en parler? Et qui peut en parler mieux que moi? Donc voilà, aujourd'hui, quand je vois des gens comme ça, des magazines qui parlent qui ont pris le pari et le parti de parler de quelque chose dont il y a quelques années on disait c'était trop communautaire. Moi, comme j'ai aujourd'hui, quand on me dit ton blog est trop communautaire, je dis mais quand tu ouvres un magazine Elle, quand tu regardes ta télé, il n'y a que des blancs. C'est ça. Donc est-ce que ça aussi, c'est pas du communautarisme blanc? Et je le dis aux marques. Quand les marques me disent oui, mais ça fait trop communautaire afro, je leur dis quand je suis en réunion toute seule. Je suis connue pour en parler. Et je leur dis, mais écoutez, nous sommes tous dans la réunion, je suis la seule femme noire. Je peux aussi dire aujourd'hui que je me sens en minorité, bien sûr. C'est une communauté blanche. Bien sûr. Je suis la seule femme noire. Mais je le dis intelligemment et se disent, ah, c'est là qu'on voit que les gens en fait ne réfléchissent pas. Ils disent, ah, on n'avait pas vu ça comme ça. Parce que pour les gens, le communautarisme, c'est tout ce qui n'est pas blanc. Ça voudrait dire quoi? En fait, que blanc, tout ce qui est blanc, c'est normal, c'est la normalité. Tout ce qui n'est pas blanc, que ce soit asiatique, arabe, c'est pas normal. Non, le communautarisme existe dans toutes les communautés. Quand je regarde ma télé et que je vois que des blanches qui consomment un yaourt, qui consomment du dentifrice, je me dis, c'est du communautarisme. Donc nous, on mange pas le yaourt, on se lave pas les dents. Du dentifrice. Donc voilà. Et c'est ce qu'il faut faire comprendre aux gens, mais de manière intelligente, avec, comme j'aime bien dire, sujet, verbe et complément, pas en étant agressif. Quand on est agressif, les gens n'ont pas envie de nous écouter et se disent non, on ne va pas parler avec vous. Quand on a une manière éloquente et un peu moqueuse de faire comprendre les choses aux gens, ils réfléchissent et ils vous disent on n'avait pas vu les choses comme ça. Et c'est là votre force et c'est là que vous pouvez être à table et leur dire voilà comment il faut faire. Pour moi, c'est ça l'influence et c'est ça le pouvoir. L'influence, c'est pas être invité partout ou recevoir des cadeaux. Tout le monde reçoit des cadeaux aujourd'hui, les blogs. C'est vraiment avoir un propos et pouvoir et que les gens reconnaissent que vous pouvez dire quelque chose et qu'on vous écoutera. Ensuite, et moi je suis amoureuse de ce qui se passe dans la blogo africaine, dans le continent africain, que ce soit le Ghana, le Nigeria et le Sénégal aussi. C'est des pays qui sont très connectés et je suis contente de voir des filles qui aujourd'hui, elles postent des photos de l'Afrique, elles postent des photos de ce qu'elles mangent, de ce qu'elles vivent, le lifestyle à l'africaine. Elles invitent les gens à découvrir ce que c'est l'Afrique. Voilà. Et la vraie, l'Afrique. Pas l'Afrique qu'on voit à travers les médias avec la guerre, la famine. C'est pas ça l'Afrique qu'on voit. Elle existe cette Afrique, mais elle n'est pas que ça. Voilà. D'accord. Pour finir sur cette interview, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Fatou? Me souhaiter pour la suite que de continuer à faire mon petit bout de chemin. Et surtout de continuer à faire la promotion de la beauté noire et surtout aussi ce que je souhaite aussi à toutes les filles qui bloguent, à mes consoeurs blogueuses, de continuer à faire la promotion aussi de la beauté noire parce que ça me fait plaisir de voir qu'il y a plein de blogs qui émergent parce qu'on a souvent tendance à idolâtrer les Noires américaines et je continue à dire qu'elles sont des bons exemples. Je suis la première à être fan des Noires américaines parce qu'on a vécu. Moi j'ai grandi à une époque où c'était les seules références qu'on avait. Mais la culture afro en France elle est très forte et elle est pas. Le mode de vie qu'on a, le lifestyle, c'est pas la même que les Noires américaines. Et j'aimerais que aussi les Américaines nous regardent en disant les femmes africaines
elles ont un mode de vie, elles ont une façon de communiquer qui n'est pas pareille que la nôtre. On aimerait aussi apprendre de vous les filles, montrez-nous comment vous faites, c'est quoi l'Afrique, c'est quoi vos propos, c'est quoi être une femme noire née en France, née en Europe, que les gens s'intéressent aussi à nous et de faire la promotion de cette beauté noire à travers les marques, de montrer que nous aussi nous sommes des femmes glamour, que nous sommes des consommatrices, qu'on existe dans ce monde-là et qu'on n'est pas que des femmes qui vont montrer au mois de mai, juillet, août sur une couverture de magazine parce que l'Afrique c'est chic, l'Afrique c'est beau. Voilà. D'accord. Je te remercie beaucoup Fatou. Merci de l'invitation. Et à très bientôt. À très bientôt.